Bonjour et bienvenue dans le bureau de l'objectiveur. Quand l'actualité s'emballe, on prend le temps, à chaud pour éclairer, à froid pour clarifier, sans parti pris, avec méthode. On commence par la méthode, pas par les slogans. Pourquoi ? Parce que la méthode rend les décisions évaluables. Elle permet d'être en désaccord sur les choix tout en étant d'accord sur les faits. La méthode que je vous propose tient en 4 verbes. Prioriser, comparer, évaluer, décider. Prioriser, c'est accepter que tout ne peut pas être au même niveau d'urgence. Comparer, c'est regarder ce que font des pays comparables quand ils obtiennent de meilleurs résultats au même coût ou des résultats similaires à moindre coût. Évaluer, c'est vérifier ce qui marche vraiment, au-delà des intentions. Enfin, décider, c'est arbitrer en transparence et assumer les conséquences. Pourquoi est-ce crucial maintenant ? Parce que chaque euro compte. Les taux plus élevés, on renchérit le coût de la dette et refroidit l'investissement des ménages et des PME. Quand le financement devient plus cher, il faut être plus précis. Couper ce qui pèse sans effet, renforcer ce qui produit des résultats concrets. Premier cap, recentrer sur les besoins fondamentaux. Recentrer, ce n'est pas un slogan austère, c'est un tri exigeant. D'abord l'école, parce que la mobilité sociale commence là. La santé, parce que la prévention coûte moins cher que la réparation et qu'un système lisible améliore l'accès. La sécurité et la justice, parce que sans prévisibilité du droit, pas d'investissement durable. L'énergie, parce que le prix et la stabilité d'approvisionnement conditionnent l'industrie et le pouvoir d'achat. Enfin, l'investissement productif, machines, logiciels, formation, infrastructures qui augmentent la productivité et les salaires réels. Concrètement, que veut dire recentrer ? Mettre en place des revues régulières de programmes, un calendrier public où chaque politique passe au crible objectif coût-résultat. Si une mesure ne tient pas ses promesses après un délai raisonnable, elle s'arrête automatiquement ou elle est redesignée. A l'inverse, une politique qui surperforme est étendue. Cette discipline, c'est la boussole qui protège les priorités. Deuxième cap, exemplarité en haut, confiance en bas. On demande des efforts, alors l'exemplarité en haut n'est pas négociable. Transparence des dépenses publiques, achat au juste prix, publication claire des engagements et des résultats. Mais l'exemplarité seule ne suffit pas. Il faut aussi la confiance en bas. Donner plus d'autonomie aux équipes de terrain. Directeur d'école, chef de service hospitalier, responsable de formation contre des objectifs mesurables et une reddition de comptes trimestriels et annuels lisibles par tous. Exemple concret, une école qui obtient de meilleurs résultats de lecture en CP avec un dispositif spécifique. On documente la méthode, on partage le protocole, on mesure à nouveau l'année suivante, puis on scale. À l'hôpital, un service qui réduit les réadmissions en misant sur l'éducation thérapeutique et le suivi numérique. S'il prouve l'efficacité, il obtient le droit d'allouer une partie des économies à l'amélioration des conditions de travail. Résultat contre autonomie, c'est gagnant-gagnant. Troisième cap, aider pour relever, pas pour assigner. L'objectif d'une politique sociale durable, ce n'est ni de punir, ni d'assigner à résidence dans l'assistance. C'est de relever. Comment ? En combinant droits et devoirs. Des droits garantis, accompagnement, formation, garde d'enfants, santé, et des devoirs gradués, présence, progression, mise à jour des démarches, acceptation d'offres raisonnables. Le tout avec un accompagnement humain réel, pas un simple portail numérique. Quand une personne reprend un emploi ou une formation utile, l'incitation doit être visible. Prime de reprise, neutralisation temporaire de certaines pertes d'aide, garde d'enfants facilitée. Le message est simple, chaque heure d'activité doit valoir la peine. Cela nécessite une coordination fine entre État, collectivités et associations, et des systèmes d'information qui se parlent. Quatrième cap, piloter l'immigration par l'emploi et le droit. L'immigration est souvent traitée sous l'angle émotionnel. Restons concrets. D'abord, réduire l'irrégularité. C'est une question d'état de droit. Ensuite, aligner mieux les besoins économiques et le droit au séjour et au travail, avec des voies claires et des délais prévisibles. Enfin, transparence des chiffres et coopération renforcée avec nos partenaires européens, contrôle aux frontières extérieures, retour effectif quand la loi l'exige et intégration réelle quand la personne a vocation à rester.
Pourquoi par l'emploi? Parce que l'insertion sur le marché du travail est le meilleur prédicteur d'intégration durable. Cela demande de la franchise, identifier les métiers en tension, exiger des critères, prévenir les effets d'aubaine, contrôler, évaluer. Ni naïveté, ni caricature. Pilotage. Cinquième cap, une responsabilité extérieure soutenable. La politique extérieure a un coût. Défense, coopération, engagement européen. La question n'est pas pour ou contre, mais jusqu'où et comment. La boussole. Des plafonds pluriannuels, des objectifs opérationnels lisibles et des mécanismes de financement mutualisés autant que possible. Une contribution soutenable, mesurable, compatible avec notre trajectoire budgétaire. Pourquoi cette rigueur? Parce que chaque engagement extérieur a un coût d'opportunité intérieur. En le rendant explicite, on protège la confiance. On voit où va l'argent, ce que cela rapporte en sécurité, en stabilité, en influence, ou ce que cela ne rapporte pas. Sixième cap, remettre l'économie réelle en mouvement. Les taux plus élevés ont freiné l'immobilier, refroidi les projets de PME et renchéri le crédit de trésorerie. Pour relancer sans déraper, 3 leviers. 1. Fluidifier la transmission des baisses de taux et stimuler la concurrence sur les crédits pour que l'amélioration atteigne vite le terrain. 2. Cibler les garanties publiques et les prêts bonifiés sur l'investissement productif, machines, robotisation, sobriété énergétique, plutôt que sur la consommation courante. 3. Simplifier la commande publique pour que les PME puissent y accéder sans un marathon administratif. Pourquoi l'investissement productif? Parce qu'il augmente la productivité, donc la capacité à payer de meilleurs salaires et à exporter. C'est la différence entre une embellie de courte durée et une reprise qui tient. Pour garantir tout ça, il faut une règle lisible, gage de crédibilité. Proposons gel en volume des dépenses hors crise, c'est-à-dire que la dépense progresse au rythme de l'inflation, pas plus, clause d'exception encadrée pour les chocs majeurs, et audit indépendant promis versus réalisé avec un rapport public régulier. Cette règle ne remplace pas la politique, elle l'encadre et la rend vérifiable. Objection fréquente et si on a besoin d'investir massivement. Réponse, la règle distingue la dépense de fonctionnement courant et l'investissement productif avec rendement mesurable. On peut autoriser plus d'investissement lorsque le retour attendu est solide et tracé dans le temps. Cela exige de mieux sélectionner les projets, pas de tout ouvrir. Parlons des objections classiques. Objection 1, couper des dépenses détruit la croissance. Réponse, couper à l'aveugle, oui. Couper le gaspillage et redéployer vers ce qui produit de la valeur, non. L'effet dépend de la qualité de l'euro dépensé, pas seulement de son montant. Objection 2, les comparaisons internationales ne sont jamais justes. Réponse, aucune comparaison n'est parfaite, mais refuser toute comparaison revient à piloter sans instrument. On compare des pays proches, on ajuste pour les différences, on regarde les ordres de grandeur et on s'inspire. Objection 3, la transparence, c'est technocratique. Réponse, au contraire. Rendre public un tableau simple. Objectif, moyen, résultat redonne le pouvoir au citoyen qui peut juger sur pièce. Enfin, objection 4, aider avec des devoirs, c'est stigmatiser. Réponse, si l'accompagnement est réel et les obligations proportionnées, c'est respecter la personne en la considérant capable de progresser. Comment, vous, pouvez-vous suivre cette trajectoire? 3 indicateurs lisibles. 1. L'indicateur de lisibilité. Combien de politiques affichent un tableau objectif résultat public et mis à jour? 2. L'indicateur de réallocation. Quelle part du budget est redéployée chaque année des dispositifs inefficaces vers les mesures performantes? Et 3. L'indicateur d'investissement productif. Quelle part des dépenses nouvelles va à des projets avec retour mesurable? Si ces 3 ratios montent, la boussole est dans le bon sens. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous êtes artisan. La baisse du coût du crédit et des démarches plus simples peuvent déclencher un investissement. Vous êtes parent. Une école centrée sur les fondamentaux, c'est un enfant qui lit mieux plus tôt. Vous êtes soignant, une autonomie accrue, c'est plus de moyens pour ce qui marche. Vous êtes en recherche d'emploi, des incitations visibles et un accompagnement réel rendent la marche plus franchissable. Et pour tous, une politique énergétique lisible se traduit dans la facture et dans la vitalité des emplois. Je le redis,
L'objectiveur ne juge pas les personnes ni les intentions. Il expose des faits, compare des approches, met à plat les effets attendus et les risques. On peut préférer une trajectoire plus rapide ou plus lente. L'important est de parler la même langue, des résultats et des coûts. C'est à cette condition que le débat redevient utile. Changer de cap. Ce n'est pas punir, c'est mieux cibler, mieux activer, mieux investir. Dites en commentaire votre priorité numéro 1. École, santé, énergie, sécurité justice, investissement productif. Vos retours orientent les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cet épisode de l'Objectiveur. À bientôt pour un nouveau sujet, toujours sans parti pris et toujours avec méthode. Pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer.